Alors il y a peu de temps, j'ai tourné mon dernier film intitulé Glitch, et durant le tournage, je me suis fait une petite réflexion, à savoir que la technologie audiovisuelle, on va appeler ça comme ça, avait beaucoup évolué avec le temps. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous raconter un peu les histoires de Papy Jojo, de voir un peu ensemble l'évolution entre quand j'ai commencé au niveau matériel jusqu'à maintenant, comment les choses ont évolué. Parce que ouais, je peux vous dire que les premiers courts-métrages que j'ai tournés, ça n'avait rien à voir technologiquement parlant avec les derniers que j'ai pu faire. Donc voilà, je vous propose de voir ça ensemble dans cette vidéo. On va commencer par le commencement. Quand on fait un film, on a besoin d'une caméra. Et c'est sans doute là où j'ai constaté la plus grande évolution d'un point de vue matériel. Alors je me souviens, j'ai commencé à faire des courts-métrages totalement amateurs avec mes amis, avec une caméra familiale que j'avais achetée chez Conforama. Conforama, le confort pour tous. Qui était une Sony Handycam HI8. Donc il fallait acheter des cassettes HI8 et numériser l'intégralité de ce que vous filmiez. C'était donc du temps réel. Si vous filmiez 1 heure, vous en aviez pour 1 heure minimum pour numériser la cassette. Et encore, ça c'était si vous ne sépariez pas les plans à la numérisation. Si vous voulez séparer les plans tournés à la numérisation, il fallait stopper la numérisation, la reprendre, la remettre, la reprendre pour chaque plan. Et ça pouvait prendre un temps fou. Et donc il fallait brancher la caméra sur un câble Firewire. Et je me souviens, je faisais ça sur ma tour, sur mon vieux Pentium 2. C'était incroyable, c'était déjà fou de pouvoir mettre dans son ordinateur des images qu'on a tournées. Bien sûr, après le temps a passé, je me suis professionnalisé et donc il a fallu que j'achète une caméra un peu plus professionnelle et on était quand même passé à quelque chose de plus numérique. Il n'y avait plus de cassettes à numériser et donc j'ai acheté ma première caméra professionnelle. Je sais même pas si on peut dire qu'elle était professionnelle, mais disons que j'ai acheté mon premier boîtier qui m'a aidé à gagner ma vie. Et ce boîtier, le voici, c'était un Canon 600D. Je l'ai toujours, il fonctionne toujours. Alors, cherchez pas du log dans ce boîtier ou de la 4K. Hein. Tu avais juste de la HD. Tu pouvais faire ta balance des blancs un peu à l'arrache avec une feuille blanche. Fallait aller dans les menus de chez Canon. Enfin, rien n'était pratique là-dedans. Mais j'ai travaillé avec ça des années. Je crois que ça a été la caméra avec laquelle j'ai gagné ma vie pendant au moins 3-4 ans. J'ai même tourné une partie de ma web-série avec cette caméra. Ce 600D, on pouvait le pirater. Je sais pas comment on appelait ça à l'époque. On pouvait changer un peu le logiciel système de la caméra. Et on pouvait installer un logiciel dont j'ai oublié le nom, qui permettait d'avoir plus d'options. Je vais vous l'écrire là, le nom du logiciel, parce que je l'ai plus en tête. Je sais pas, là au moment où je tourne la vidéo, il me sort la tête. Ouais, ce boîtier, je l'ai aimé de tout mon cœur. J'en ai fait des choses avec. J'ai tourné avec dans la neige, j'ai tourné avec dans les égouts pour un documentaire pour la région Nord. Il y avait quand même quelque chose qui était très pratique avec ce boîtier, c'est qu'il était très compact. Ça se baladait partout, la batterie se changeait assez facilement, paf. Hop, la batterie tenait quand même assez bien. Je me souviens qu'on tournait des heures quand même avec cette batterie. On pouvait mettre un micro. C'était un peu la révolution pour moi, comparé à ma caméra un peu HI8 que j'avais avant. Ce boîtier, ça a été le début de m'intéresser vraiment à comment ça marche une caméra. Comment on règle une balance des blancs, comment on règle ses ISO, comment on règle son shutter. Voilà, j'ai commencé à voir tout ça avec ce boîtier. Moi, avant, avec ma caméra HI8 grand public, j'allumais, je faisais rec et il n'y avait aucun réglage. Même en post-prod, je réglais pas la colorimétrie. Si, je passais limite du noir et blanc parce que sur mon vieux logiciel de montage pourri, il y avait des effets tout faits pour faire du noir et blanc. C'est là que je me suis intéressé vraiment à la technique de comment ça fonctionne une caméra. Avec ce petit boîtier, avec ce 600D qui m'a suivi pendant des années. À la même époque que ce 600D, j'ai acheté une GoPro Hero 2 parce que je tournais beaucoup sur les autoroutes pour la région Nord. Et donc j'avais pris une GoPro avec une ventouse. Ça me permettait de la fixer sur des bagnoles et de faire des plans un peu rigolos. Mais pareil, hein, la GoPro Hero 2, il y avait juste, tu mettais le mode vidéo, tu filmais et puis c'est tout. Hein. Il n'y avait pas 30 000 options comme sur les GoPro très récentes où vous avez l'écran avec le retour. Et donc cette caméra m'a suivi pendant longtemps. Mais il faut savoir que j'avais tourné de la fiction entre deux et que cette fiction, je l'avais tournée avec une caméra Red One. Mon chef opérateur et moi, on s'était dit que la Red One était la caméra la plus adaptée au projet que j'avais fait à l'époque. Mon court-métrage Orphir, et on l'avait tourné en Red One. Et donc j'avais vu c'était quoi une vraie caméra de cinéma. Mais moi, à ma petite échelle, c'était impossible à obtenir. J'avais pas du tout le budget. Et sur Internet, quelques années après, je me rends compte qu'une marque dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'intitulait Blackmagic, alors qui était surtout connue, si je me trompe pas, pour les cartes d'acquisition, ce genre de choses pour la post-prod, la marque Blackmagic avait annoncé une caméra de cinéma qui filmait en 2,7K en RAW.dng
et qui allait sortir à un prix qui pour moi à l'époque était plutôt abordable. Ce qui était aussi intéressant, c'était que la monture de cette caméra, ça restait du EF. La monture Canon que j'avais pour mon 600D. J'allais pas changer d'optique et j'allais pouvoir juste changer de caméra. Et donc, j'ai acheté cette caméra que voici. Waouh, elle pèse son poids, qui était la Blackmagic 2,7K et qui a été ma première caméra, on va dire, professionnelle. Alors, elle a plein de défauts, notamment son RAW.dng que j'ai quasiment jamais utilisé parce que ça faisait une suite d'images.dng qui, en post-production, était un enfer à traiter. Moi qui faisais toute la post-prod avec Premiere, c'était l'enfer de gérer le .dng, les suites d'images.dng. C'était vraiment de la... Et j'ai jamais tourné en RAW au final avec cette caméra, mais on pouvait tourner en ProRes et en log, que appelle le profil film. Et donc ouais, cette caméra elle m'a suivi pendant longtemps. J'ai repris ma web série, les derniers épisodes avec cette caméra. On a quand même vu un saut dans la qualité de l'image de ce que je faisais entre le 600D et cette caméra. Et c'était ma première caméra un peu professionnelle, donc un truc auquel je n'avais pas pensé, c'était que ces caméras-là, c'était des Lego quoi. Il fallait les accessoiriser dans tous les sens. Donc j'ai dû acheter des poignées, des batteries Veloc. J'ai donc dû acheter aussi les disques durs SSD à mettre directement dans la caméra pour tourner. Je peux vous dire qu'en fait, elle m'a coûté bien plus cher que la caméra en elle-même parce qu'il a fallu acheter un micro, il a fallu acheter plein de choses, plein de choses. Cette caméra, c'était vraiment une caméra en kit. C'est quelque chose qui n'a jamais trop quitté Blackmagic. Encore maintenant, pour rendre les caméras utilisables de manière assez confortable, il faut les suréquiper. Moi en soi, c'est quelque chose qui m'a jamais trop gêné parce que peu importe la caméra avec laquelle je tourne, je mets toujours au moins une crosse-épaule, des poignées, ce genre de choses. Donc que je les mette sur une Blackmagic ou sur une Red ou sur une Arri, des caméras pour lesquelles j'aurais jamais les budgets pour les acquérir, faut pas se leurrer. Mais donc chez Blackmagic, j'ai toujours suréquipé mes caméras, donc ça m'a pas gêné. Et ça a commencé avec celle-ci. Et donc, après celle-ci, le temps a encore passé, les années ont passé, se sont écoulées. Blackmagic a annoncé la caméra cinéma 4K. Il y a eu l'Ursa aussi entre deux. Enfin bref, ils ont annoncé plein de modèles. Et je me suis jamais laissé tenter par aucun de ces modèles. Parce que pour les besoins que j'avais, cette caméra-là, elle faisait encore très bien le taf. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ce serait quand même bien de monter au minimum du 4K. Beaucoup de clients m'en demandaient. Je me suis rendu compte qu'à la diffusion, ça devenait beaucoup plus simple de diffuser du 4K, ne serait-ce qu'avec Vimeo ou YouTube. Je me suis laissé tenter par une nouvelle caméra Blackmagic. C'est la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K. Pas la Pro, la 6K. Donc elle n'a pas les filtres ND intégrés et elle n'a pas l'écran qui se retourne. J'aurais attendu un peu pour prendre la Pro, honnêtement, qui est quasiment au même prix. Et donc, ce qui est très bien avec cette caméra 6K Pro, c'est que je garde les mêmes optiques, la même monture, et tous les équipements cross-épaule, quasiment, mis à part la cage, quasiment tous les accessoires que j'avais achetés pour ma Blackmagic 2,7K, j'ai pu les remettre sur ma nouvelle caméra. Donc voici la caméra avec laquelle je me filme actuellement. Et donc c'est bien celle-ci, la Blackmagic 6K avec laquelle je tourne actuellement, avec lesquelles je fais tous mes boulots institutionnels, publicitaires. Et franchement, j'en suis plutôt content. Le Blackmagic RAW sur DaVinci, ça roule tout seul. C'est vraiment cool. Donc ça, c'est pour tout ce qui est caméra, mais on a aussi vu des évolutions au niveau de la lumière. Les premières lumières que j'ai achetées, c'était un pack de 3 mandarines. C'était des petites lumières orange comme ça, c'est pour ça qu'on les appelait des mandarines, qui chauffaient énormément et, soyons honnêtes, qui consommaient beaucoup d'électricité. Je compte plus le nombre de fois où chez les clients j'ai fait sauter les plombs en branchant 3 mandarines et le moindre choc, les ampoules sautaient aussi et se cassaient. Et franchement, j'ai tourné pendant quelques années avec des mandarines. Donc moi, je faisais de l'institutionnel, je partais avec mon sac à dos et mon pack de 3 mandarines. Mais déjà à l'époque, je voyais très vite les limites de ces éclairages. Je trouvais que c'était un peu de la... Avec le temps, le matériel là aussi a évolué et on a vu les panneaux LED arriver. Et donc, quand j'ai vu cette technologie arriver des panneaux LED, je me suis dit que c'était génial parce que ça pouvait fonctionner sur batterie, il n'y avait pas besoin de les brancher, ça consommait rien. On pouvait choisir sa température de couleur. Donc, je pouvais me passer de certaines gélatines, directement visser les diffusions sur le panneau LED et pas mettre du spoon. Et donc, j'avais investi dans deux petits panneaux LED comme ça à l'époque. C'est des panneaux LED totalement un peu venus de Chine. L'IRC est un peu dégueulasse. Mais voilà, ils m'ont accompagné longtemps. Ces panneaux LED m'ont accompagné pendant un bon bout de temps. Et donc, la lumière a évolué encore et encore. Et il y a quelques temps, j'ai investi dans un nouveau panneau LED qui est un Falcon Eyes 68T. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Alors là, forcément, ça fait un beau flair. Donc voilà, là, il
Il éblouit pas mal le téléphone, mais au moins vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et niveau lumière, il y a aussi quelque chose qui m'a un peu sauvé la vie. La marque Nanlite a sorti ceci. Ce sont les pavotubes. Donc ça, j'en ai 3. Et donc ces pavotubes, voilà, qui sont quand même pas mal. Ils sont assez puissants. Alors le problème, c'est que la batterie, elle dure vraiment pas longtemps, hein. En 1 heure, la batterie, elle fout le camp. Donc ça a été l'arrivée du RGB. Et ça, pour éclairer des décors, éclairer des interviews, des packshots, c'est le genre de petite lumière que je vous conseille toujours d'avoir avec vous. C'est super pratique pour déboucher un visage sur une interview. Et voilà, maintenant je tourne avec ça. J'ai ma grosse source, quelques panneaux LED. J'ai aussi un ring light pour dépanner. Voilà, et puis quelques trucs de diffusion, des réflecteurs, du polystyrène, des trucs comme ça, quoi. On parle de l'image, mais il y a aussi le son. Et pour le son, c'est peut-être là où j'ai vu le moins de différence possible. J'ai toujours travaillé avec un micro-canon Rode branché sur mes caméras. Je me suis toujours dit que j'allais investir dans des micro-cravates. Donc j'ai eu des micro-cravates filaires pendant très très longtemps pour faire de l'institutionnel de l'interview. Parce qu'on était à un point où les micro-cravates sans fil, genre chez Sennheiser ou ce genre de choses, les micro-cravates HF, ça coûtait la peau du c***. Je ne pouvais pas investir dans des micro-cravates HF. Il y a quelques années, Rode et Synco ont sorti des petits micro-cravates sans fil, pas cher, avec des petits boîtiers, des émetteurs. Et j'ai investi là-dedans chez Synco. Et honnêtement, je m'en mords un peu les doigts pour Synco parce qu'ils ne fonctionnent pas très bien. Ils décrochent pas mal. J'ai même un des émetteurs qui m'a lâché. Mais il y a un peu de temps, j'ai acheté des Rode Zoom F2 BT en Bluetooth qui enregistrent en 32 bits virgule flottante. C'est avec ça que je fais tous mes boulots instit et ça marche d'enfer. Donc de mon côté, l'évolution au niveau du son a été quand même moindre, mais elle a quand même été très importante. Et ensuite, pour terminer, il y a bien sûr la post-prod. Et donc la post-prod, là aussi, j'ai vu une évolution folle. Moi, j'ai commencé en tournant mes petits films amateurs dont je vous parlais tout à l'heure en H8 et je l'ai monté sur un logiciel qui s'appelait YouLead Video Studio, qui était vraiment pas fou, mais pour moi à l'époque c'était top. On pouvait mettre de la musique, on pouvait mettre plusieurs pistes vidéo, on pouvait mettre des effets, faire un peu de colorimétrie. C'était le logiciel qui m'avait été vendu directement avec la caméra, j'ai pas cherché à comprendre. Fin lycée, début université, j'ai découvert des logiciels plus professionnels comme Mediasan ou Premiere. Alors je crois qu'on était à CS5 à l'époque. J'ai commencé à voir un peu comment on pouvait faire du montage beaucoup plus proprement. Et après, je suis passé à la suite Adobe pour tout faire, des effets spéciaux sur After Effects. Et il y a un peu plus de 2 ans, je me suis aussi intéressé de très très près à DaVinci Resolve. Et je commence à faire aussi pas mal de montage sur DaVinci Resolve. Je dirais pas que DaVinci Resolve est meilleur que Premiere. Je sais que beaucoup de gens disent ça. Mais le problème, c'est que sur Premiere, j'ai beaucoup de réflexes et d'options que je ne retrouve pas forcément sur DaVinci. Donc je dépends, en fait je dirais que DaVinci ou Premiere, ça dépend vraiment du projet que vous faites. Prenez le logiciel le mieux adapté à votre projet. Et après, bien sûr, après le montage, il y a la diffusion. À l'époque où j'ai commencé, on faisait des films pour nous, on les gravait sur des DVD, on les filait à des copains, c'est tout. Pareil, hein, en vieillissant, on va dire, j'ai vu apparaître YouTube, Vimeo, Dailymotion même avant tout ça, Watt TV. Et c'est là-dessus qu'on mettait nos vidéos pour les partager en public. Et bon, maintenant, il n'y a plus que Vimeo et YouTube qui comptent. Dailymotion, c'est carrément mort. Mais ouais, autant vous dire que faire vivre son film, c'est beaucoup plus facile maintenant. Mais comme le matériel est beaucoup plus accessible, même à la location dorénavant, j'ai remarqué que les tournages de fiction avaient pris quand même plus d'ampleur. Maintenant, pour faire des belles images, la barre, elle est très très haute, parce que le matériel est accessible à tous. Mais le savoir-faire au niveau de la lumière, de la mise en scène, le savoir-faire d'un chef opérateur, ça c'est encore quelque chose qui n'est pas accessible à tous. L'expérience et le savoir-faire, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps et avec les boulots. C'est à force de travailler qu'on s'améliore. Ça, c'est toujours un truc sur lequel on peut avoir un cran d'avance et qui n'a pas changé en 2022. Voilà pour cette petite vidéo entre faire des films avant, VS, faire des films maintenant. J'espère que ça vous a intéressé, ces anecdotes à la con, un peu de papy Jojo. Voilà, je voulais vous raconter un peu comme ça l'évolution que j'ai vue dans le matériel, comment ça avait changé, comment tout ça avait évolué. Et pareil pour le tournage, il y a quelque chose dont j'ai oublié de parler, c'est ça, les smartphones. Maintenant, on tourne tous avec des smartphones en 4K. J'aurais eu ça ado, j'aurais été fou. N'hésitez pas dans l'espace des commentaires à me parler un peu du premier matos que vous avez eu, comment vous avez un peu vécu l'évolution de tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir.
Je le dis pas souvent en vidéo, je le dis même jamais, mais n'hésitez pas à venir me suivre aussi sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Et voilà, c'est le retour des vidéos. Je suis guéri du Covid, donc je suis revenu avec cette vidéo-là. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, à la prochaine. Allez, ciao!